C'est un rendez-vous pris, il est grand, merci de le respecter, de respecter le grand rendez-vous. Ce soir sont invités un ingénieur agronome, un leader communautaire, un géomètre expert et bien évidemment un spécialiste en assurance. Bien, ils feront l'émission, bien évidemment, avec mes chroniqueuses et moi. Nous vous retrouvons tout juste dans quelques secondes ou 2 minutes si vous voulez pour la météo. Vous avez donc compris, hein, c'est le temps qu'il fera chez vous demain matin. Parlant bien sûr des prévisions météo que vous venez donc de suivre. Alors pour le compte de ce soir, messieurs et dames, et sur le grand rendez-vous précisément, découvrez tout à l'heure les produits d'origine béninoise issus de la transformation de l'arachide. On en profitera pour parler de la commercialisation de ces oléagineux. Produit du sel marin sans brûler du bois. Les femmes productrices de Semenkodi donnent la preuve de cette production respectueuse de l'environnement. On reçoit l'initiateur du projet pour les impacts et bien évidemment les perspectives. Autant Savoir va livrer ce soir je dirais, son dernier épisode de la série Géomètre Expert. Ce soir, nous allons à la découverte de l'Ordre national des géomètres experts, des céréales, des oléagineux et autres, conserves sont partis en fumée au marché d'Antokpa, conséquence de l'incendie du lundi dernier sur 4000 mètres carrés. Et là, une question sur le grand rendez-vous, et si les marchés étaient assuré au Bénin? On reçoit tout à l'heure un spécialiste en assurance pour y répondre. Le grand rendez-vous, c'est également le journal. On va retrouver tout à l'heure, je dirais dans 45 minutes exactement, Nadège Sani pour la présentation. En attendant, on ouvre les plateaux. Bienvenue sur Monde Agricole. Tout à l'heure, je reçois Estelle Pazou et son invité pour parler de la commercialisation et de la transformation de l'arachide. Vous allez profiter également pour donc découvrir ou savoir en réalité quels sont les produits en réalité qui sont issus de la transformation de l'arachide au Bénin. On suit ce reportage de Herman pour donc illustrer le sujet. Chaque année, des dizaines de tonnes d'arachide sont commercialisées au Bénin. Par un circuit informel, l'arachide béninois arrive même à s'exporter. La filière est dominée par les exploitations familiales et peine à s'imposer véritablement dans le secteur agroalimentaire béninois. Pourtant, cet oléagineux offre une variété de dérivés.
Quand on parle d'arachide, je crois qu'on pense d'abord à l'huile d'arachide, notre agronomie. On pense aussi à la pâte d'arachide qui nous permet de faire la sauce. Alors, si on va parler de transformation, je crois qu'il y a une évolution. Je crois que nous sommes au niveau semi-artisanal et avec quelques industries, petites industries qui développent l'huile d'arachide aussi. Donc, mais la transformation artisanale de l'huile et du clic-lui, etc. sont encore très dominantes. Malgré la faible professionnalisation de la filière arachidière au Bénin, plusieurs coopératives, quoique avec des moyens artisanaux, essaient de transformer l'arachide en galette appelée clic-lui, ces bâtonnets frits de pâte d'arachide partiellement déshuilés. De toute évidence, les produits dérivés de l'arachide subissent une transformation plus ou moins identique. De façon générale, il faut déjà retirer, si on va parler dans un français simple, il faut déjà retirer les graines de leur gousse. Voilà, il faut, pour la plupart des techniques, il faut torréfier, c'est-à-dire griller. Et dans le cas du clic-lui, après avoir torréfié, on fait la mouture et on fait ensuite la séparation de l'huile de la pâte. C'est la pâte qui est utilisée ensuite, malaxée, pour obtenir le clic-lui. Le défi est grand en ce qui concerne l'exportation des produits dérivés de l'arachide. Un marché local et international reste à conquérir. Certains l'ont déjà compris en mettant en place des usines modernes de transformation. Transformer l'arachide, c'est rentable ou pas? En tout cas, et quels sont les produits issus de la transformation de l'arachide au Bénin? On y répond avec M. Yerouenou, qui est encore avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être là une fois encore dans cette série arachide sur Monde agricole. Bonsoir, Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Assou Ngaba. Alors, il s'agira aujourd'hui de parler des clic-lui, de agonlimi et tout ça. Vous aimez le clic-lui au moins? Pas vraiment, mais j'aime bien le agonlimi. Le agonlimi. Parce que c'est authentique. Ah oui, ça vous prépare. Je vais peut-être passer à la maison. Bon, avec la permission de qui de droit, hein, pour goûter un peu vos plats. Le plat à base d'agonlimi, ça marche aussi. Oui. Alors, nous parlons donc de la commercialisation et aussi de la transformation de l'arachide aujourd'hui. On va partir de la transformation. Mais avant, je vais demander à M. Yerouenou, transformer l'arachide aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudra dire concrètement? Merci, madame la journaliste. Transformer l'arachide, au fait, c'est toutes les activités que l'on mène après la récolte. C'est-à-dire à la post-récolte, les activités qui permettent d'avoir l'arachide ou bien, comment dirais-je, un dérivé de l'arachide sur la table du consommateur. Merci. Alors, et quelles sont les précautions qu'on doit prendre dans le processus de la transformation? Et avant d'aller plus loin, et dans le processus de la transformation, ça, il faut prendre des dispositions assez sérieuses pour ce qui concerne l'arachide surtout, parce qu'il y a un petit danger qui guette tous ceux qui aiment goûter l'arachide, manger l'arachide. Comme ça se voit à l'image la maladie de l'arachide? Oui. Et par exemple, si l'arachide n'est pas bien entretenu, il y a l'aflatoxine. L'aflatoxine, c'est une toxine très dangereuse, sécrétée par un champignon, un micro-champignon, du nom de Aspergillus flavus, qui endommage sérieusement les graines. Et ça guette aussi le consommateur. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement? Quand la graine de l'arachide est attaquée, ce n'est même plus nécessaire de donner ça à des animaux. Parce que l'homme étant le consommateur final de la chaîne trophique, même quand vous donnez ça aux animaux, ça reste quelque part dans leur organisme et ça se multiplie et en quelque sorte chez le consommateur final qu'est l'homme. Donc il faut beaucoup se méfier. Et se méfier, ça suppose qu'on prend beaucoup soin. Il faut bien sécher l'arachide gousse et stocker l'arachide dans un environnement, dans une enceinte bien aérée. Il ne faut pas aller prendre et aller stocker ça dans un coin où l'air circule moins, où les températures
élevé alterne avec l'humidité très élevée. Très élevé. Mais il faut beaucoup se méfier. Là, vous parlez de la conservation. Oui. Mais quand on parle de la transformation, et quand vous parlez de l'aflatoxine, moi, ça me fait penser un peu à l'arachide bouilli avec la coque qu'on achète, on mange. Et je me demande, quand on ouvre des fois, on constate que il y a des graines qui sont attaquées, il y a des déchets qui se retrouvent à l'intérieur. Est-ce que c'est consommable? Non, c'est pas de ça que nous parlons. Lorsqu'on fait bouillir l'arachide, donc c'est de l'arachide fraîche qui a été récoltée, qu'on vient faire bouillir et on vend. Et on vend aux consommateurs. C'est pas ça. Lorsque vous conservez l'arachide après la récolte, si vous séchez pas correctement les gousses et que vous allez paquer ça dans un milieu où l'air circule peu ou pas suffisamment, où les températures élevées alternent avec l'humidité relative élevée, c'est à ce moment qu'il y a risque de moisissure. De moisissure. Mais on constate aussi que même l'arachide bouilli, à l'intérieur, la coque, il y a des déchets. Dans ce cas, ce n'est pas de la moisissure. Ou bien c'est pas de l'aflatoxine, ça? Non, bon, évidemment, la culture, toute culture, c'est un complexe de maladies et de ravageurs. Bon, ce qui fait que la coque à l'intérieur de l'arachide fraîche bouillie est noire, il ne faut pas faire cette confusion. C'est pas de l'aflatoxine. Alors là, ça rassure donc les consommateurs. Alors, on retient qu'avant même de passer à la transformation, il faut veiller à la qualité même des noix d'arachide. Et on a vu dans le reportage, on peut transformer l'arachide en huile, en cru-cuit ou bien en galette, comme nous appelons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'arachide. La transformation de l'arachide, par exemple, ça commence par les cacahuètes, arachide grillé. Bon, ça intervient beaucoup dans les amuse-gueules lors des réceptions. Ensuite, il y a ce que nous appelons ça c'est en fond que je le dis, il y a le concada. Le concada, bon, tout le monde sait ça. Il y a le nougat. En plus, il y a andou. Andou, là, c'est recherché par... Donc, c'est à base d'arachide qu'on fait le andou. Oui. Voilà, c'est à base d'arachide qu'on fait le andou, qui prête très bien. Certains aiment beaucoup manger ça. Andou. J'aime ça. Oui. Ça. Avec un peu de piment, on met du piment dedans. Très bien. Avec la poudre d'arachide. On fait ça en boulettes rondes. En boulettes rondes. C'est bon, c'est bon à manger. Et ensuite, il y a la galette, le clou-clou, notre clou-clou. Donc, on a parlé tout à l'heure. Il y a la pâte d'arachide qui sert à faire la sauce. Et il y a ensuite l'huile maintenant. L'huile, la transformation. Bon, nous avions parlé de cela hier. L'huile à Gonlimi, là, c'est reconnu pour ça. Surtout la première presse, la première sortie de cette huile, c'est assez aromatisé, assez intéressant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la qualité de cette huile-là? D'aucuns disent que c'est trop saturé. Il y en a qui me disent que c'est la meilleure huile d'ailleurs même. Bon, qu'en pensez-vous? Non, bon, quand c'est surtout l'huile telle que c'est fait, c'est la première pression, bon, c'est bon. C'est bon pour la consommation. Parce que quand on parle de cholestérol, bon, c'est à la suite de l'usage qu'on en fait. Par exemple, quand vous prenez l'huile chez la vendeuse de Attaque pour Tevipo, le soir là, mais ce n'est pas ce qu'elle vend là qui est mauvais, mais c'est l'huile. Parce que l'huile, à force de chauffer ça tous les jours, bon, pendant une semaine, l'huile est déjà saturée. Là, il faut éviter de consommer ce genre d'huile. Tout simplement. Donc la première presse, comme c'est la première presse, c'est bon. Bon, c'est très bon. À Gonlimi, là, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à faire des produits dérivés de tous ces produits que vous venez de citer là? Est-ce qu'on peut arriver à en faire un label béninois? Ah oui, on peut en faire un label béninois. Par exemple, notre clou-clou dont je vais parler tantôt, il y a le clou-clou naturel. Bon, on fait ça simplement. Il y a le clou-clou assaisonné. On sent qu'il y a un peu de piment dedans quand on prend ça. Et puis, il y a le clou-clou sucré, qui est une spécialité des gens de la région de Djougou et autres. Voilà des choses qui peuvent entrer en ligne de compte pour dire, bon, label Bénin. Bon,
Notre agronomie aussi, on peut en faire un label Bénin. Oui, parce que c'est une spécialité. Ça me fait penser à notre ami Régis Cézine qui fait du koukouli. Bon, il a appelé le koukouli d'Agonli, mais qui transforme, ce n'est plus en bâtonnet, mais en boulette. En boulette, ou bien en forme tossadée, comme un escargot, là. Voilà, il met ça dans des emballages vraiment bien. Et qu'on trouve dans les supermarchés. Dans les supermarchés. Oui, pourquoi pas. Mais la question qui me vient à l'esprit tout de suite là, pour ceux qui désirent aujourd'hui se lancer dans la transformation de l'arachide, c'est-à-dire le kouikouli, le konkada et tout ce que vous avez cité, est-ce que l'arachide est disponible en quantité? L'arachide, c'est là le problème. Nous l'avions dit hier, et depuis un certain nombre d'années déjà, l'arachide, la production de l'arachide connaît un peu de déclin. Par exemple, si vous voulez, en 2014, on a produit 144 731 tonnes d'arachide. En 2015, par exemple, c'est 134 323 tonnes. Moins de 10 tonnes environ. Oui. Et puis maintenant, en 2016, c'est 137 214 tonnes. Ça chute. Ça chute. Et dans le même temps, ça chute, mais les gens continuent de produire. Ce n'est pas que c'est laissé. Mais l'engouement en termes d'incitation à la production, c'est ça qu'il va falloir redémarrer. Parce que par le passé, ça a connu l'arachide, la culture d'arachide a connu un engouement parce que la recherche s'est occupée correctement. Et bon, il y a aussi le IRHO qui s'occupait de l'exportation des oléagineux, qui nous a permis d'avoir des variétés à haut rendement et suffisamment productrices d'huile, et qui a lancé quand même la production de l'arachide et les activités autour de l'arachide. Donc il faut veiller à ce qu'on puisse reprendre cette culture, parce que l'arachide est une importante culture. On l'avait dit hier et le lundi dernier, c'est une importante culture qui joue beaucoup de rôle dans l'agriculture. Est-ce que ça voudra dire qu'on a aujourd'hui des raisons d'encourager les jeunes dans la transformation de l'arachide? Oui, on a des raisons. Parce que, bon, pour le moment, les jeunes qui veulent se lancer dedans, ils peuvent le faire. Et il est bien vrai, la quantité que nous produisons à l'heure actuelle n'arrive pas à suffire pour faire le commerce extérieur, mais on en produit assez pour quand même alimenter les circuits commerciaux et internes. Nos marchés sont pourvus. Mais quand même, il faut aussi signaler le fait que ça devient de plus en plus rare. Les prix ont monté, les prix augmentent. Les prix augmentent. Et qu'en est-il des unités de transformation? Les unités de transformation, c'est des unités, bon, il y a quelques rares unités industrielle, petite industrie. Sinon, la large majorité du temps, c'est la transformation artisanale. Voilà. Donc, les jeunes qui veulent se lancer dedans, ils peuvent le faire, mais il faut que ça soit une zone reconnue productrice d'arachide. Parce qu'il ne sert à rien d'être à Cotonou, dire qu'on veut faire ce travail, alors que il faut aller chercher. Il y a le transport, le coût de transport. Parce que pour faire une industrie rentable, il faut minimiser le coût de transport. Et il faut aussi que ces jeunes-là, d'une manière ou d'une autre, on les aide à avoir des producteurs qui leur livrent la récolte. Donc, il y a la nécessité de fidéliser des producteurs. Mais souvent, ça, là, c'est un peu difficile. Et donc, d'une façon ou d'une autre, l'arachide peut être rentable si on s'y met véritablement. Oui, l'arachide est rentable si on s'y met. Merci beaucoup, Monsieur Alphonse Yeroueno. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome. Est-ce que je dois rappeler aussi que vous êtes déjà à la retraite? Oui, je suis bien. Mais qui nous sert beaucoup d'ailleurs même sur ce plateau. Bon, j'imagine, Estelle Pazou, que vous allez parler la semaine prochaine du manioc pour faire du kouikouli et du gari. On a déjà parlé du manioc. Vous avez parlé du manioc, d'accord. Ben, là, je préfère qu'on y revienne pour faire du kouikouli avec du gari. Ah oui, oui. Ça va marcher. C'est important. Très important. Ça me rappelle même un ami qui me disait que nos grands-parents mangeaient très bien en associant le gari au kouikouli. Parce que dans le gari, il n'y a pas tellement de nutriments. Et donc, quand on amène du kouikouli,
Le clou-clou d'arachide est riche et donc ça fait l'équilibre. Oui, et c'est manger naturel. Naturel. Oui. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Alors, le grand rendez-vous, c'était Monde agricole. Oui, Gary Clou-clou. On sait aussi que sans le sel, le clou-clou ne serait pas doux. Ah, ça c'est vrai. Il faut du sel donc dans le clou-clou pour que le clou-clou soit doux. Et pour cela, nous allons parler bien sûr du sel. Le sel marin avec une particularité, c'est que ce sel est produit sans brûler du bois. Super. On en parle sur Nature et Bien-être. Nature et Bien-être, deuxième épisode concernant bien sûr la production du sel marin, une production respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne brûle pas du bois en produisant ce sel. Et ça se passe à Semekpodji. Nous recevons dans un instant l'initiateur de ce projet. C'est un leader communautaire, vous le verrez dans un instant. Et en attendant bien sûr de le recevoir sur ce plateau, nous allons suivre ce reportage et nous allons tout droit sur le site de production du sel marin à Semekpodji. Regardez. Ces femmes exploitent l'énergie solaire pour extraire le sel marin. Nous sommes sur la côte de Okun, dans la commune de Semekpodji. Le principe repose sur la cristallisation du sel, au bout d'un certain temps, sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Nous passons à la pose des bâches, c'est-à-dire la préparation des salines. Quand nous finissons, nous lavons bien les bâches, nous versons de l'eau de mer sur les bâches. Et après 5 jours, l'eau devient épaisse et on appelle ça la saumure. Nous la filtrons et nous la laissons au repos pendant 48 heures. Après les 48 heures, nous relavons proprement les bâches et nous ramenons la saumure sur les bâches. C'est ainsi, après 6 heures de temps, nous commençons par récolter le sel marin à l'aide de l'énergie solaire. Regroupées au sein d'une association, elles sont formées par le groupement des éducateurs sans frontières de la France. Acheminer l'eau de la mer vers le site de séchage reste leur principale difficulté. Mais l'activité reste bien lucrative. Activité génératrice de revenus pour les femmes et aussi pour les jeunes, puisque c'est les jeunes qui vont chercher de l'eau. Ça demande une main-d'œuvre importante, mais si nous avons des moyens et si plus tard nous avons l'appui de l'État avec les structures de l'État qui peuvent s'y intéresser, je crois que le Bénin va pouvoir exporter du sel plus tard. On a constaté qu'au Bénin, nous consommons au moins 30 000 tonnes de sel par an, alors que le Bénin même n'en produit que 3 000 tonnes. Donc les 27 000 tonnes sont importées. Quand c'est comme ça et que nous avons la mer, l'océan Atlantique, ça vraiment, nous-mêmes, ça doit nous faire réfléchir. Donc nous pensons à comment faire pour combler le vide. Nous demandons aux autorités de nous aider à former les autres femmes qui sont sur la côte. Parce que la quantité du sel qu'on a besoin au Bénin, nous seuls on ne peut pas récolter ça. La récolte s'effectue de novembre à mai en vue de bénéficier pleinement des rayons solaires. Avant, les femmes de Kounsémé fumaient du poisson. Voilà là où on fumait du poisson. Maintenant, il n'y a plus de poisson. Mais aujourd'hui, on s'est adhéré à la récolte du sel et chacun, à la fin de la récolte, ce que chacun prend là, ça lui permet d'aller faire son commerce pendant la pluie et de revenir après. Si on récolte beaucoup le sel là, au moins chacun, tous les mois, on nous satisfait avec en tout cas 25 000 ou 30 000. Contrairement à l'ancienne méthode, la technique de séchage respecte les normes environnementales. Au revoir donc à l'ancienne méthode grand-mère. Monsieur Mathias Gbédan, bonsoir. Bonjour, cher ami. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes l'initiateur de ce projet en tant que président de l'ONG Adakovij. Merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir, Madina Niambosso. Bonsoir à vous, Assom Gaba. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oui, vraiment. Je sais que vous aimez saluer vos téléspectateurs avec beaucoup de plaisir. Je me retrouve encore en train de parler de ce projet, de cette production respectueuse de l'environnement. C'est ce que demande en réalité le monde d'aujourd'hui. Voilà, Assom Gaba, vous l'avez constaté, c'est un projet intéressant. Donc, on doit s'y intéresser également, bon, pour ne pas me répéter. Et on a reçu la dernière fois Madame Paraïso qui s'occupe de la formation. Mais il serait bien de prendre celui-là même qui a initié le projet pour nous en parler un peu plus. Donc, c'est pour ça que nous recevons ce soir Monsieur Mathias Bédan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pourquoi un projet de production de sel marin à base d'énergie solaire? Vous savez, comme l'indique le sigle de notre association, oui, qui veut dire ADACOVIJ. ADACOVIJ signifie alternative pour le développement et l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Et quand vous parlez de développement et l'amélioration des conditions de vie, cela embrasse l'économie, la nature et la personne humaine. C'est dans ce sens que dans les objectifs que s'est fixé ADACOVIJ, oui, nous nous intéressons un peu à un peu de tout. Surtout, nous allons vers les associations. Nous voyons un peu les activités qu'ils mènent et si nous pouvons les aider, nous intervenons, mais de manière discrète. Et c'est pour cela que depuis des années, oui, il y a ces femmes de Gbenokpo qui font des activités. Depuis combien d'années déjà? Oh, disons 3 ans, comme ça, 3 ans. Parce que elles ont été formées, elles ont commencé par produire, mais de manière expérimentale. Donc, pour revenir à l'initiative, c'est au cours d'un de nos voyages sur l'Europe, et précisément en France, dans la région de Bretagne, nous avons visité une zone de fabrication de sel, une localité où on fabrique beaucoup de sel, et c'est la commune de Guerlande. Et dans la commune de Guerlande, c'est un peu des marais salants, où des femmes, des hommes, ils ne vivent que de l'activité de production de sel. Oui. Moi, j'ai eu à visiter ce qui s'étend sur des hectares. Donc, ils sont au bord de la mer, ils ont fait des canaux qui drainent l'eau de mer dans le bas-fond. Et dans ces bas-fonds, ils ont fait des bassins. Et chacun a son bassin, exactement comme le système Akadia chez nous. Exactement, chacun a son bassin. Et pendant l'été, c'est des activités saisonnières. Pendant l'été, tout le monde s'affaire à produire du sel. Parce qu'ils ont le soleil. Ils ont le soleil. Oui. Et puisque l'eau vient de mer, et le soleil pour le séchage, et la technique permet d'avoir un peu d'embrun et de quelques granitaux, et on remue, et 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, on récolte du sel. Cela m'a épaté, cela m'a émerveillé, et je me suis intéressé à cette activité. Et c'est de là que j'ai vu un peu les autorités locales de Guerlande, en Bretagne. Et je leur ai posé la question. Ils m'ont dit, si à cela ne tienne, on peut nous aider à produire du sel. Surtout que moi, je viens d'une zone maritime. Je suis de Sémekpodi. Nous avons au moins 25 km de côte. Pourquoi ne pas exploiter? Et c'est la même mer, c'est l'océan Atlantique qui va jusqu'en Bretagne, à Rennes. Oui. Et c'est l'océan Atlantique. Ils exploitent l'eau de l'océan Atlantique. En Bretagne, ils ont l'océan Atlantique. À Saint-Mé, nous avons l'océan Atlantique. Les mêmes richesses. Les mêmes richesses. Oui. Et nos femmes font du poisson, ils s'occupent à l'enfumage du poisson. Et ces activités commencent par décrépir. Vous voyez? Et c'est pour cette raison que, moi, avec l'ONG, les membres de l'ONG se sont intéressés un peu aux femmes qui ont dit, si nous trouvons autre chose, nous pouvons changer d'activité. C'est là où on a fait des demandes aux représentants du greffe qui sont en mission sur Sémekpodi. Dès que je suis revenu, j'ai retrouvé ces représentants du greffe qui, par hasard, sont de la Bretagne. On leur a posé la question et ils nous ont dit, mais mes chers amis, si ça vous intéresse, nous pouvons vous aider. C'est là où ils ont rencontré ces femmes
qui se sont regroupés dans un autre groupement qu'on appelle Benokpo. Oui. Donc, Benokpo, c'est un démembrement de Adakovi. Adakovi n'est que la structure fêtière. Et en 3 ans de production de sel marin à base d'énergie solaire. Non, laissez, je viens. Donc, ces dames, ces représentants de greffe ont pu rassembler ces femmes, on les a formées, ils ont amené des experts de la Bretagne. Et ces experts les ont formés à la technique de fabrication du sel à partir de l'eau de mer. Vous voyez, c'est une excellente technique pour l'amélioration des conditions de la nature. Voilà. Hein, l'amélioration des conditions de la nature. Vous avez l'eau, vous avez le bassin, vous avez le soleil et vous avez de bons sels. Bon, maintenant, le problème qui se pose, ces femmes, on leur a appris à fabriquer du sel. Les Français qui étaient les formateurs ont estimé que le sel produit de cette manière est iodé. Parce que le sel, fraîchement ramassé, est iodé. Mais avec le temps, l'iode s'en va. C'est pour cette raison que ce sel ne peut pas être commercialisé. À l'étape actuelle, nous sommes dans un système d'expérimentation. Elles produisent, et d'abord pour faire du sel qu'on peut commercialiser à quantité commerciale, il faut absolument de grands moyens. Et ces femmes, elles n'ont pas de grands moyens. Ce qu'elles fabriquent aujourd'hui n'est pas commercialisé. Non, c'est les pêcheurs qui viennent pour l'enfumage du poisson. Et bon, les représentants du greffe en prennent de temps en temps pour des expériences et autres. Donc, c'est purement pour des expériences. Vous avez parlé de clou-clou aujourd'hui. Bon, si les gens qui veulent faire du clou-clou ont besoin de sel, de toute façon, ce ne sont pas directement consommables et aussi ce ne sont pas à quantité suffisante pour être commercialisés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille mettre en place un système pour améliorer cette production et commercialiser ce sel? Vous savez, à l'étape actuelle et de manière traditionnelle, ce sel est fabriqué de manière encore, je vais dire rudimentaire, c'est-à-dire que pas à grande quantité. C'est vrai que la technique est améliorée. Vous avez vu, vous êtes venu faire le reportage. On prend beaucoup de soins, c'est propre et autres. Maintenant, ces femmes même ont pris l'initiative. Ils ont écrit au ministère de l'Agriculture pour que le ministère s'intéresse un peu à ce qu'ils sont en train de faire. Bon, quelles sont les perspectives alors? Les perspectives, c'est que, comme l'a dit un intervenant dans votre reportage, c'est de faire en sorte que l'environnement soit protégé. Parce que dans cette zone, on produit du sel à partir de l'eau, on prend de l'eau et de la destruction de la nature, des bois de chauffe, à partir du bois de chauffe. Oui. Est-ce que la technique sera améliorée? Oui, non, mais au fait, c'est le problème qui se pose. Pour avoir beaucoup de quantité de sel, il faut avoir beaucoup de bassins, beaucoup de bâches, beaucoup de main-d'œuvre, ce qui nécessite beaucoup d'argent. Il faut faire un plaidoyer alors dans ce sens. Oui, mais on s'y intéresse. Maintenant, bon, on a essayé de former davantage ces femmes à ce qu'elles aillent sur le marché à la recherche de financement. Il ne suffit pas de rester dans son milieu à Koussemela et dire venez nous aider. Bon, ces femmes-là, compte tenu de ce qu'elles font, elles sont sollicitées à des séminaires et autres. Et donc, il faut qu'elles frappent à beaucoup de portes. Nous, on leur montre le chemin. Notre rôle, c'est de leur montrer le chemin. Notre rôle, on les a formés. Vous les orientez. Notre rôle, on les oriente. Et si nous avons des pistes, nous leur indiquons les pistes. Si elles ont besoin de notre concours, nous intervenons. Donc, nous sommes des animateurs discrets et de la structure. Nous sommes comme au laboratoire pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Les perspectives, c'est qu'il faut absolument atteindre un niveau où l'État peut s'intéresser à cette filière, comme les autres filières, voir comment étendre sur tout le long de la côte pour faire du Bénin aussi un pays exportateur du sel. Nous, c'est notre objectif, puisque, après tout, nous sommes dans le développement. Donc, on peut dire que vous êtes satisfait d'avoir ramené cette initiative au Bénin? Vous savez, mais
je dois avoir une grande satisfaction puisque vous vous y intéressez. Sans nous voir, vous êtes venus faire des reportages. Ça veut dire que ce que nous avons initié a un impact positif. On ne peut que s'en réjouir. Donc, personnellement, je pense qu'il faut faire quelque chose pour son pays. Nous, c'est notre contribution pour le développement de notre nation. Faire en sorte que ces femmes soient autonomes et deviennent capables et utiles dans la nation, le Bénin, qui est notre cher pays. Merci beaucoup à vous, M. Mathias Bédan. Merci, chers amis. Assem Gaba. Vraiment, mais merci beaucoup. Vous l'avez déjà dit quand on recevait, bien sûr, Madame Paraïso, Madame le Paraïso, lundi. que c'est un projet très, très intéressant. Je pense que c'est une occasion pour le Bénin, une fois encore, de valoriser et vous êtes un potentiel investisseur. Oui, ben, je sais, il y a des Béninois qui ont quand même les moyens financiers. Ils peuvent en tout cas profiter de cette occasion-là. Investir, c'est une opportunité d'investissement. Aider ces femmes à mieux gérer. À mieux gérer, oui. Voilà. Et investir, je pense que ça va permettre... Parce que bientôt, la saison des pluies, on se demande comment elles vont faire pour s'en sortir. Pour s'en sortir, oui. Ça c'est vrai aussi. Oui, ok, allez-y. Oui, mais je crois que, comme je l'ai dit, même à Guerlain, en France, là-bas, c'est une activité saisonnière. Okay. À la faveur du soleil, ces dames essayent d'être un peu plus actives. Elles font beaucoup d'activités pour avoir des réserves. Mais le seul problème, c'est que même si elles ont des réserves, comment elles vont les vendre? Dès lors que le sel perd sa qualité d'iode. Oui. Donc maintenant, on leur a conseillé, et nous battons aussi, de prendre contact avec le ministère en charge de ce secteur pour que les structures compétentes puissent leur envoyer ou bien permettre d'acheter l'appareil pour ioder le sel. Tous les sels sont iodés. On les fabrique, après on procède à l'iodation. Voilà. Et c'est les perspectives d'avenir. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mathias Bédan. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Adacovige, initiateur bien sûr de ce projet de production du sel marin sans brûler du bois. Vraiment, superbe. En tout cas, on souhaite que de l'avancement, de l'évolution pour ce projet, pour que ça puisse vraiment prendre et le Bénin puisse, dans les années à venir, commencer donc par exporter du sel. Pourquoi pas? Ce sera aussi bien. Alors, la suite du grand rendez-vous, vous le savez, c'est dans quelques secondes. Nous allons pouvoir vous recevoir, l'espère. Des céréales et oléagineux et autres marchandises parties en fumée au marché d'Antokpa lundi dernier. C'est conséquence de l'incendie qui a eu lieu donc au marché d'Antokpa sur 4000 mètres carrés. Question fondamentale sur le grand rendez-vous. Et si les marchés étaient assurés? Et pour y répondre, nous avons sur ce plateau M. Lié Claude Bokossa. Il est administrateur des assurances, ancien directeur général de FEDAS. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais dites-nous déjà, est-ce que vous avez des souscripteurs parmi les victimes de l'incendie du lundi dernier au marché d'Antokpa? Bien, monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie. Oui. Mais d'entrée de jeu, je tiens à préciser que j'interviens en tant que cadre, oui, en tant qu'administrateur des assurances, pas au titre de ma compagnie, encore moins pas au titre du marché. D'accord. Donc j'opine de façon personnelle. Personnelle, ça c'est vrai, mais donc ça veut dire que votre compagnie n'a pas donc, des victimes parmi les... des souscripteurs parmi les victimes. Il faut laisser le micro pour y aller. Il n'y a pas de souci. Je tiens à exprimer toute ma compassion oui, pour les victimes et préciser que notre compagnie n'a pas de victimes, n'a pas d'assurés qui soient exposés à ce sinistre-là. À ce sinistre-là. Parce que malheureusement, quand nous avons fait les démarches vis-à-vis de ces commerçants, ils n'ont pas trouvé le besoin de s'assurer. Ah, d'accord. Malheureusement. C'est ça. Mais on entend dire que les usagers de nos marchés ne peuvent pas assurer leur commerce. Qu'en pensez-vous? Je ne comprends pas. Parce que ces usagers font des activités licites, comme toute autre activité ordinaire. Donc, ils peuvent s'assurer.
ils doivent même s'assurer contre ces événements-là. Normalement. Normalement. Oui. Mais on me dit que les conditions dans lesquelles ils sont, les conditions dans lesquelles ils vendent, l'environnement ne rassure pas les compagnies d'assurance. Est-ce que vous confirmez cela? Ben, je n'ai pas fait de visite de risque sur le terrain pour savoir un peu l'environnement, mais je peux déjà dire qu'un assureur peut leur donner des conseils pour mieux sécuriser le risque, c'est-à-dire leur marchandise, le local. Le local. D'accord. Leur dit prenez telle précaution, d'accord, prenez telle mesure. Un exemple, avoir tout au moins un extincteur dans son local ou dans sa boutique pour qu'au cas où il y aurait un sinistre, il puisse rapidement intervenir. D'accord. Alors, pour un usager du marché d'Antokpa, est-ce qu'un usager du marché d'Antokpa peut quand même assurer son commerce? Bien sûr que oui. Ses Bien sûr que oui. Ils peuvent l'assurer. Dès lors que l'usager a une boutique bien fermée, il peut assurer sa boutique et le contenu, c'est-à-dire les marchandises. Venons donc à la question principale de cet entretien. Et si les marchés étaient assurés au Bénin, dans ces conditions, que peuvent-ils gagner? Que peuvent faire donc les maisons d'assurance dans ce cas? Mais dans ce cas, ils ne vont pas pleurer parce que l'assureur sera là pour pouvoir pour suppléer à l'heure, je vais dire, en fait, l'assurance, c'est un transfert de risque. OK. Donc, lorsqu'ils ont transféré ce risque sur l'assureur, l'assureur vient pour réparer le dommage, pour réparer les conséquences. Donc, il intervient et, compte tenu du contrat, il indemnise ces victimes-là, qui prennent ces sous pour reprendre les activités comme si de rien n'était. Alors, pour notre pays, en tous des pays comme le nôtre, au Bénin, quelles sont les dispositions à prendre pour donc assurer son commerce, puisque vous avez dit tout à l'heure que ceux qui sont au marché d'Antokpa peuvent également assurer leur commerce, leurs affaires. Oui. Comment faire alors? Ben, comment faire? Il faut que l'État sensibilise et, si possible, l'État les oblige à avoir une assurance. Tout simplement. Tout simplement. Que l'État les sensibilise et les oblige à prendre une assurance, parce que quand il y a ces sinistres-là, c'est l'État qui vient reconstruire. Alors que si ces commerces étaient assurés, c'est les assureurs qui viendraient réparer à la place de l'État. Donc ça fait plusieurs incendies là. Donc l'État vient chaque fois pour reconstruire. C'est pas bien. Reconstruire cela. L'État pourrait prendre ces sommes-là pour investir ailleurs, pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles. Est-ce que les compagnies d'assurance au Bénin ont des produits disponibles pour ces genres de commerce-là? Et quels sont ces produits-là? Bien sûr que oui. Et les conditions aussi? Mais les produits que nous avons, c'est l'assurance incendie, c'est les multirisques professionnels qui protègent et le contenant, c'est-à-dire la boutique, et le contenu, c'est-à-dire les marchandises. Et la boutique et les marchandises. Bien sûr que oui. Oui, alors comment le faire? Parce qu'aujourd'hui, pas manque d'informations, qu'on se dise, bon, je ne peux pas assurer mes affaires, peut-être que aussi c'est trop cher quand on va vers les assureurs et tout le reste. Comment ça se passe? Quels sont les produits qui existent? Dites-nous en réalité, informez les téléspectateurs. Les produits qui existent, comme je l'ai dit, c'est l'assurance incendie, c'est l'assurance multirisque professionnelle. Et à l'intérieur, nous avons principalement l'assurance incendie. À côté, nous avons les dégâts des eaux. Et nous avons aussi des garanties comme le recours des voisins, parce que lorsqu'il y a un incendie dans une boutique, ça se communique à d'autres boutiques. OK. Alors, s'il savait que c'est la responsabilité du propriétaire de cette boutique-là qui est engagé, ça veut dire que normalement, c'est lui qui doit réparer les dommages causés aux autres. Donc, s'il y a la garantie au recours des voisins et des tiers, l'assureur intervient pour réparer aussi ces dommages-là causés aux autres. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Par exemple, on a dit que l'incendie a eu lieu sur 4000 mètres carrés, c'est quand même énorme. Si moi seul, j'ai été assuré et je vais demander à la maison d'assurance de réparer les dommages causés sur 4000 mètres carrés, j'imagine que ce serait difficile pour la maison d'assurance. Je vous comprends. Oui. Raison pour laquelle j'ai proposé tout à l'heure que l'État oblige les commerçants à assurer leur activité.
ce ne seraient pas des commerçants isolés, mais tous les commerçants. Tous les commerçants. Oui. Et donc, ce serait bien que qu'on pense à une assurance globale de nos marchés, bien sûr que, oui. Que d'aller individuellement. Bien sûr que oui. On va y revenir tout à l'heure et beaucoup plus en détail pour voir quels sont vos conseils en matière d'assurance globale. Oui. Si l'État doit prendre alors donc cette décision-là. Quelles sont les dispositions à prendre? On va y revenir juste derrière le journal qui nous sera présenté par Nadège Sané. Il est 19h45. Bonsoir à tous, vous êtes dans le 19h45. Voici les grandes lignes de cette édition. Les cybercriminels sont dans de beaux draps, certains sont appréhendés et écroués, d'autres en attente de jugement. Vous aurez le point avec le 4e substitut du tribunal de première instance de Cotonou. La flambée du prix du ciment suscite mécontentement chez les clients et suspension de vente dans les dépôts de la place. À quel prix se procurer cet intrant indispensable dans la construction des bâtiments? On en parle dans un instant. L'artémisia est utilisée au Sénégal pour guérir le paludisme. C'est une plante antipaludique originaire du nord de la Chine et utilisée en médecine traditionnelle depuis plus de 2000 ans. Le Bénin en guerre contre la cybercriminalité. Certains cybercriminels dont la culpabilité est établie sont écroués, d'autres devant le juge. Le point est fait avec le 4e substitut du tribunal de première instance de Cotonou. Nous vous proposons de l'écouter au micro d'Anthony Alaka et Patrick Adiagbodjo. Ces personnes de nationalité béninoise et nigérienne pour la plupart ont été arrêtées aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur. Déférés au parquet de Cotonou le 28 mars 2018, 9 personnes ont été inculpées des faits d'escroquerie et présentées en comparution immédiate devant la première chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Elles ont été toutes condamnées à des peines d'emprisonnement fermes. Courant avril, une quinzaine de personnes ont été arrêtées, dont une dizaine au Togo. Inculpées des faits d'escroquerie au regard de la loi précitée, elles ont été placées sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, leur audience est prévue pour se tenir le 8 mai 2018. Les perquisitions effectuées à l'occasion de l'interpellation des mises en cause ont permis de saisir une trentaine d'ordinateurs portatifs, de nombreux téléphones portables et une demi-dizaine de véhicules. Il importe de préciser que les investigations sont toujours en cours aux fins d'interpeller les personnes qui continuent de s'adonner aux actes répréhensibles de cybercriminalité et de sacrifices humains. Dans la nuit du dimanche au lundi 16 avril 2018, une partie du marché d'Antokba a été consumée par un feu dont on ignore jusque-là les vraies causes. Après cet incendie, une équipe de BB24 a fait un tour sur les lieux pour constater les dégâts au plan économique. Roland Chidimé, Anthony Alaka. 2015, 16 avril 2018, dans l'intervalle de 4 ans, 2 incendies s'abattent sur le marché d'Antokba. Cette fois-ci, c'est une partie du marché des vivres qui est partie en feu. Malgré les efforts des sapeurs-pompiers et du génie militaire déployés sur le terrain, plus d'une cinquantaine de boutiques sont parties en fumée sur une superficie de 4000 km². Nous mettons du temps au magasin. On a perdu beaucoup de choses. Tout ce qu'il y a dans le magasin a brûlé. Moi, j'étais même à Parakou quand on m'a appelé et je suis revenue. Je n'ai rien trouvé. Pour le directeur de la Sogema, l'incivisme des femmes du marché serait la cause de cet incendie.
Les dégâts matériels enregistrés seraient estimés pour le moment à 287 millions de francs CFA pour 175 sinistrés enregistrés en 2 jours. On a tous octroyé des prêts. Que les autorités nous viennent en aide parce que nous avons des familles à nourrir. Cette situation nous dépasse. Seules les autorités peuvent nous apaiser. La plupart des boutiques du marché sont construites en matériaux précaires comme les bois secs, les tôles rouillées, les sacs de raffia qui sont facilement inflammables. À quel prix acheter le ciment au Bénin aujourd'hui? Difficile d'y répondre. Depuis quelques semaines, les prix du ciment varient d'un dépôt à un autre. À Cotonou, le ciment est passé à 70 000 francs, 75 000, voire 80 000 francs CFA au lieu de 65 000 francs CFA. Certains vendeurs ont même arrêté la vente. Le silence du gouvernement sur la question inquiète toujours. Les détails avec Christian Devouchi et Rodrigue Babagbeto. La situation est de plus en plus inquiétante. La tonne du ciment n'a plus un prix fixe au Bénin, du moins depuis ce 9 avril. À Cotonou, les grossistes se refusent à tout commentaire devant nos caméras. Il aura fallu plusieurs négociations pour que ce détaillant accepte de s'ouvrir à nous. Dans son dépôt de vente, comme dans beaucoup d'autres dans la ville, à peine quelques paquets de ciment. Avant, c'était à 66 000. Ça avait 3 300 le paquet. Ça avait 66 000 francs la tonne. Mais actuellement, nous sommes dans la fourchette de 68-69. Parce que nos grossistes aussi ont augmenté au moins de 1500 ou bien de 1000 francs. Et nous aussi, on doit aussi ajouter le déchargement. Donc, l'action appelle la réaction. Il y a d'autres dépôts qui sont peut-être à 75, à 78, à 80. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Chacun y va à son aise, pourvu que le client accepte d'acheter. Et quand c'est comme ça, c'est la débandade. Parce que plus personne ne maîtrise à quel prix juste on veut faire le ciment. Ici par contre, des paquets de ciment, il y en a, mais le mot d'ordre est clair, pas de vente pour le moment. Depuis lundi que les spéculations ont commencé et que chacun fixe son prix, on a reçu pour ordre de suspendre toute vente. Depuis une semaine, on nous appelle de la direction pour dire que les prix du ciment ont augmenté. Les prix ont augmenté, à combien il faut faire ça, on ne sait pas. On a fait le point des stocks que nous avons, on nous a dit de stopper les ventes pour le moment. Un client venu s'approvisionner en notre présence a du mal à cacher son désarroi. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage en ce sens que je viens de parcourir près de 3 dépôts comme ça. Et dans tous les dépôts, c'est la même question commissaire. On n'a pas reçu les ordres pour vendre ou ils attendent les ordres pour vendre. Subitement, ils ont augmenté le prix du ciment. Moi, je suis en chantier. Pour démarrer le chantier, ça fait une semaine, j'ai démarré le chantier, j'ai payé 3 tonnes. C'est à 64 000 francs qu'on m'a vendu la tonne. Subitement, avant-hier, j'apprends que le prix a augmenté jusqu'à 80 000. C'est venu d'où? Ce prix-là, cette augmentation est venue d'où? Une interrogation à laquelle nul n'a la réelle explication pour le moment. Ailleurs, la spéculation bat son plein, une situation que tous espèrent conjuguer au plus vite au passé pour un retour à la normale. Ce n'est pas normal à ces temps où la population souffre énormément. Donc nous demandons au gouvernement vraiment d'intervenir dans cette affaire pour que le prix revienne maintenant à la normale. 500 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale entend allouer à l'Égypte pour soutenir les réformes en visant à l'accès à une éducation de qualité à la maternelle. Les fonds serviront aussi à améliorer l'enseignement public à travers l'adoption des technologies numériques. Le projet permettra d'élargir l'accès à une école maternelle de qualité pour environ 500 000 enfants.
La presse universitaire œuvre pour le leadership féminin. Le premier journal numérique des étudiants, Le Révélateur, organise ce jeudi la 10e édition des journées Presse, Femmes et Développement, une manière pour ces étudiants d'encourager les femmes au management et à la bonne gouvernance. Wilfried Nouet, directeur de publication du journal Le Révélateur, revient ici sur le bien fondé de cette initiative. Nous avons initié le projet Journée Presse, Femmes et Développement au niveau du journal des étudiants Le Révélateur depuis 2008, dans un contexte où nous avons constaté qu'il y a un manque criard de femmes dans le métier du journalisme, et nous avons, en tant qu'organe de presse et qui est à l'université, décidé de faire la promotion du genre. L'édition de cette année est placée sous le thème « Les femmes professionnelles des médias face aux enjeux de développement de la gente féminine au Bénin ». Nous avons choisi ce thème parce que nous avions constaté qu'après 10 ans d'exécution de ce projet, le constat que nous avions fait en ce qui concerne la rareté des femmes dans le domaine de la presse est révolu. Et donc aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer à parler de femmes presse, c'est-à-dire de la présence de la femme dans le domaine de la presse? Non. Nous avons connu une avancée et cette année, nous avons décidé de s'intéresser au rôle que doit jouer la femme professionnelle des médias dans le développement ou dans l'émancipation, dans l'objectif de converger vers l'émancipation de la femme béninoise. L'artémisia pourrait offrir une alternative naturelle et bon marché aux médicaments pour lutter contre le paludisme, notamment en Afrique. Cette plante utilisée par la médecine chinoise depuis plusieurs années ne cesse de montrer son efficacité. Suivant ce reportage réalisé à Dakar, au Sénégal, sur les images de l'AFP. À quelques kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise, ces femmes s'affairent chaque jour autour de grands sacs contenant 2 sortes d'artémisia cultivées. Leur tâche, broyer les feuilles et les tiges jusqu'à obtenir une poudre vert sombre qu'elles conditionnent en petits sachets pour infusion ou en gélules. Tout ceci sous le regard attentif du jeune ingénieur agronome belge, responsable de la maison de l'artémisia au Sénégal. Il rassure que l'utilisation de l'artémisia contre le paludisme n'a aucun effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de résistance et c'est vraiment un prix qui est adapté sur un traitement d'1 semaine. La personne prend l'artémisia pendant 1 semaine, elle est guérie, elle n'a plus de traces de parasites dans le sang, donc elle ne va plus faire de crise de palu. Depuis les années 2000, des tests sur des centaines de personnes vivant dans des zones infectées, notamment en République démocratique du Congo et au Cameroun, ont démontré une efficacité préventive et thérapeutique allant jusqu'à 100% après 7 jours de consommation de la tisane, poursuit le jeune Belge installé au Sénégal après ses études. Sœur Françoise Cissé, une fidèle utilisatrice de l'artémisia, témoigne. Même quand j'ai des signes de palu, je commence à prendre. Voilà. Et les autres aussi, comme j'ai traité le palu, je sais que ça a un effet sur ça. En dépit de son efficacité avérée, des spécialistes mettent en garde contre l'utilisation inconsidérée de l'artémisia. Autant pour la prévention, bon, on n'est pas encore dans la résistance et autres, mais en cas d'accès avéré, je pense qu'il serait sage quand même d'utiliser des traitements qui sont reconnus comme efficaces parce que le palu, ça peut aller très très vite et un accès de palu non traité correctement peut en 2 jours se transformer en accès grave et entraîner la mort. L'artémisia, redécouverte pendant la guerre du Vietnam, n'est pas une inconnue de la science moderne. Il faut noter tout de même que l'OMS n'en recommande pas l'utilisation sous sa forme naturelle. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.
Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. En retour en plateau avec M. Lié Claude Bokossa, administrateur des assurances. Alors, M. Bokossa, on retient donc, selon vos propos, que les usagers des marchés peuvent donc assurer leurs marchandises et que les maisons d'assurance ont des produits également pour eux au Bénin. Et vous avez aussi dit qu'il faut que l'État impose l'assurance aux usagers des marchés. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir, mais quelles sont selon vous les motivations, ce qui peut motiver en fait l'État à prendre une telle décision? Bien, ce qui peut motiver l'État, c'est que l'État ne sera plus là chaque fois à reconstruire le marché. Et l'autre chose, sur toute assurance, il y a les tasses que l'assureur collecte pour le compte de l'État. Donc, c'est des sources de revenus pour l'État. C'est des recettes fiscales très importantes pour l'État. Et l'autre chose aussi, c'est que l'État protège de façon indirecte les commerçants qui seront obligés de s'assurer. Un peu comme l'assurance automobile est obligatoire. Obligatoire. Donc, il faut rendre obligatoire aussi l'assurance des commerces, des marchandises. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ça fera qu'il y aura moins de pertes au Bénin, ou en quelque sorte. L'économie, ça pourra participer également au renforcement de l'économie du Bénin. Bien sûr que oui, ça peut participer au renforcement de l'économie sur plusieurs angles. D'abord, lorsqu'il y aura un sinistre, l'assureur vient pour réparer les dommages. D'accord? Donc l'assureur injecte de l'argent dans l'économie. L'autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des rentrées pour l'État, des rentrées fiscales en termes d'impôts sur les produits d'assurance. Et toutes les fois où il y aura des bénéfices pour ces compagnies d'assurance, il y aura aussi l'impôt sur le bénéfice qui sera reversé à l'État. À l'État. Et donc l'État a plusieurs raisons donc, d'imposer l'assurance aux usagers des marchés. Alors, quelles sont alors, du côté des maisons d'assurance, les actions à mener pour, je veux dire, accompagner cette disposition pour l'assurance de nos marchés au Bénin? Bien, les actions à mener pour accompagner cette disposition, c'est d'abord de faire des visites de risque pour voir un peu comment se comporte le risque et de proposer des mesures de protection et de prévention. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut que les maisons d'assurance soient impliquées dans les plans, c'est-à-dire le plan des marchés, pour voir en réalité quelles doivent être leurs motivations en matière de prise de risque? Bon, est-ce que c'est les maisons d'assurance qu'il faut impliquer dans la construction? Je pense qu'il y a des techniciens plus avisés qui vont conseiller aux constructeurs de respecter les mesures, les normes en termes de construction, en termes d'électrification dans tous les corps d'État. Dans tous les corps d'État. Dans ces conditions, le risque sera vraiment un risque bien sécurisé et l'assureur viendra facilement pour pouvoir assurer ces risques-là. Ces risques-là. Oui. Voilà, donc le marché d'Antopa en l'état ne peut vraiment pas être assuré parce que j'ai entendu dire que les maisons d'assurance ne peuvent pas, ça peut prendre aussi. C'est que c'est trop risqué s'il faut faire des contrats avec, par exemple, la Sogema, tout simplement. C'est trop risqué lorsqu'on assure un ou deux commerçants. Parce que lorsqu'il y a un sinistre, c'est des capitaux énormes qui sont en jeu. Mais je pense que tout risque est assurable dès lors que les activités sont licites. L'assureur met le prix qu'il faut par rapport à la présentation du risque, par rapport à sa situation géographique, par rapport à un certain nombre de paramètres. Par rapport aux paramètres. Alors, que pensez-vous qui peut donc avoir comme disposition aujourd'hui pour rassurer les maisons d'assurance, pour que la signature des contrats soit beaucoup plus favorable? Ben, les dispositions qui puissent rassurer les assureurs, c'est que, par exemple, lors de la reconstruction, il faut quand même qu'ils tiennent compte de certaines normes. Il faut par exemple aussi, je ne sais pas si les sapeurs-pompiers sont présents dans le marché ou bien aux alentours. Aux alentours, il faut quand même qu'ils soient là. Ils ont quand même un poste vers
vers la lagune, voilà. Ils ont un poste en tout cas au marché d'Antokwa vers la lagune. Ça fait combien de temps entre le marché et puis ce poste-là? Parce que donc, un incendie, ça va très vite. C'est tout ça vous vérifiez d'abord? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. L'assureur voit lorsqu'il y aura un incendie, quelles sont les dispositions pratiques, comment faire pour pouvoir intervenir de suite. Parce que l'incendie, ça bouffe. Et c'est très rapide. C'est très rapide. Vos conseils en tant que spécialiste des assurances, en tant qu'administrateur des assurances, à l'endroit de l'État, à l'endroit également des usagers de nos marchés? Bien, à l'endroit des usagers, je dirais qu'ils doivent intégrer dans leurs activités l'assurance. Dans la mesure où un risque peut survenir à tout moment. Il peut y avoir un sinistre à tout moment. Et l'assurance ne coûte pas aussi cher. Ça dépend de la valeur de la boutique et de la valeur des marchandises. Ok, ça dépend. Alors, oui. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette? Non, je ne peux pas donner de fourchette. Si vous me donnez des éléments, je connais la valeur de la boutique, je connais la valeur des marchandises, je vois la situation du risque, je peux faire une cotation. Donc ça se calcule? Bien sûr, ça se calcule. Sur la base de tout ça? Bien sûr. Ok. Et les commerçants auront tout à gagner en prenant des assurances. Qui se rapproche des maisons d'assurance pour avoir des cotations, juste pour une année, pour voir un peu combien ça va coûter, et comparer cette prime d'assurance qu'ils vont payer en une année par rapport aux dégâts énormes qu'ils subissent. Et ça freine l'économie dans la mesure où lorsqu'il y a ces incendies, c'est vrai que l'État va reconstruire le marché, mais l'État ne va pas rembourser les marchandises qui sont parties en fumée. En fumée. Donc, et l'État va juste reconstruire le marché et les usagers? Les marchandises, non, l'État n'assure pas? Mais, non, l'État ne peut pas le faire parce que l'État a d'autres choses plus importantes que de remettre les commerçants dans la situation qui était les leurs avant l'incendie. Avant l'incendie. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut conseiller donc, à l'État béninois? Ce qu'il faut conseiller à l'État béninois, c'est d'imposer l'assurance incendie aux commerçants de nos marchés. L'assurance incendie aux commerçants de nos marchés. Merci beaucoup à vous, monsieur Lié Claude Bokossa. Je rappelle que vous êtes administrateur des assurances avec vous. On a pu dire ce qui est possible au Bénin en matière d'assurance du commerce, en matière d'assurance des marchés au Bénin. Et ce qui nous a beaucoup plus inspiré ce sujet, c'est bien évidemment l'incendie survenu lundi dernier au marché d'Antokwa. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et là, on continue avec vous, chers téléspectateurs. On va tout droit chez les géomètres experts. Avec eux, nous allons vous présenter l'ordre des géomètres aujourd'hui. C'est-tu autant savoir? Autant savoir aujourd'hui livre son dernier épisode de la série Géomètres experts. Nous vous présentons aujourd'hui l'Ordre national des géomètres experts du Bénin. Et pour donc en parler, nous allons suivre déjà ce reportage qui a été réalisé par Dieudonné. Regardez. Avec nos appareils, les différentes... Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. De données topographiques que nous pouvons avoir aussi, bien sûr. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail, sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie, par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques,
c'est ça qui est recommandé, ou bien la C, ou bien la D. Vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installé. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Oui, et le géomètre, depuis 3 jours, est sur notre plateau aussi. Nous parlons bien sûr du président, pour prendre les mesures du plateau, si vous voulez. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Une fois encore avec nous ce soir pour le dernier épisode de la série Géomètre Expert. Aujourd'hui, nous parlons de l'ordre des géomètres, rôle et attribution. Merci d'être là. Bonsoir, Niat Bello. Assem Gaba, bonsoir. Bonsoir à vous également, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, vous êtes allé au Mali, hein, dans votre habillement. Eh oui, Mali, Sénégal et tout ça, oui, je suis... Très joli. Merci. Comme robe. Merci, Assem. Alors, aujourd'hui, il s'agit donc de présenter l'ordre des géomètres experts. Eh oui, vous le savez déjà, mesdames et messieurs, si vous avez pris du moins le temps de nous suivre lundi, mardi, aujourd'hui on est mercredi, nous bouclons la boucle avec les géomètres et nous allons parler de l'ordre des experts géomètres, rôle et attribution. Ma première question donc va à l'endroit de monsieur Goubi Romuald, qui est président de l'ordre des experts géomètres du Bénin. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la création de cet ordre des géomètres? Merci Madame la journaliste, merci Monsieur le journaliste de m'avoir donné encore l'opportunité d'être avec vous ce midi. Pour répondre à votre question, à l'origine, n'est-ce pas, quand vous voyez bien les activités auxquelles les géomètres sont amenés à faire, ces activités sont essentiellement liées à la Terre. Et l'importance de la Terre n'est plus à démontrer. Toute activité humaine est basée sur la Terre, n'est-ce pas? Donc, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les géomètres experts, ont bien vu de très tôt de commencer par organiser la profession à cause de l'importance de leurs activités sur la vie sociale, sur le développement économique du pays et sur le paysage foncier du territoire national. D'accord, tout ça c'est aussi pour limiter les dérives qu'on pourrait peut-être observer au sein de la corporation. Voilà, donc préparer les professionnels à s'organiser pour mieux s'occuper du secteur d'activité. D'accord. Quelle a été donc l'année de création de l'ordre au Bénin? L'ordre a été créé depuis 1991 par le décret 91-49 du 29 mars 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des géomètres experts du Bénin. D'accord. Au départ, il y avait combien de membres au départ, les membres fondateurs même de cet ordre? Au départ, il y avait 5 membres fondateurs au départ. Et de 5, vous êtes passé à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes passés environ à 70. Qui anime aujourd'hui la profession de l'ordre des géomètres experts au Bénin. D'accord. Ça nous amène à ma prochaine question. Comment est-ce qu'il faut faire partie de l'ordre des géomètres experts du Bénin? Pour faire partie de l'ordre des géomètres experts du Bénin, il y a le minimum, il faut d'abord avoir le baccalauréat
pas le baccalauréat, le diplôme d'ingénieur géomètre. Vous avez le diplôme d'ingénieur géomètre, on vous soumet à 2 ans d'intenses activités professionnelles dans un cabinet de géomètre expert dont l'expérience est avérée, où vous faites 5 ans dans une administration qui s'occupe des questions foncières. Après ça, vous pouvez formuler la demande, n'est-ce pas, pour être inscrit au tableau de l'ordre. D'accord. Voilà. Ça dit que les géomètres que nous recrutons souvent doivent travailler sous l'égide d'un expert, d'un géomètre expert. Oui, le géomètre expert a des collaborateurs. Ok. Et ce sont ces collaborateurs que vous voyez la plupart du temps sur le terrain et qui nous assistent dans notre mission. Ok. D'accord. Donc, il n'y a pas ce qu'un géomètre signe lui-même un papier. Donc, il faut que ce soit le cabinet d'un géomètre expert. Forcément. Forcément qu'il fasse. Parce que c'est lui qui a le pouvoir délégué, d'accord, de pouvoir justement représenter l'État central en ce qui concerne les difficultés qui pourraient peut-être surgir sur le terrain. Non, mais est-ce qu'il y arrive justement qu'il y en a qui outrepassent les limites de ces prérogatives-là, qui oublient parfois l'ordre, qui oublient d'attendre que ce soit un expert géomètre qui réponde de certains actes? Oui, c'est vrai, avec l'effectif que nous faisons aujourd'hui, honnêtement, nous n'arrivons pas à couvrir tout le territoire national. Et d'ailleurs, quand vous regardez les zones où nous sommes installés, la plupart des géomètres experts sont installés dans la partie sud du Bénin. Donc du coup, il y a une partie du territoire qui semble être délaissée. Bien que nous soyons présents, nous ne sommes pas très visibles. Et la plupart du temps, c'est nos collaborateurs que les gens voient dans ces zones-là. Du coup, ils sont les premiers interlocuteurs vis-à-vis de la population. Et quelque part, ça amène un peu le désordre dans le secteur d'activité. Mais l'ordre des géomètres experts s'active, n'est-ce pas, à corriger tout ça et à procéder à une répartition territoriale des géomètres experts sur toute l'étendue du territoire, de façon à ce que nous puissions prendre possession des lieux et rendre nos activités de plus en plus visibles. Alors, donc, quand les collaborateurs se font passer pour des géomètres experts, est-ce qu'ils sont poursuivis par l'ordre ou bien est-ce qu'il y a façon de les sanctionner? Est-ce que l'ordre a pouvoir de les sanctionner? Oui. L'ordre a pouvoir, nous n'avons pas une influence directe sur ces collaborateurs, mais s'il s'avérait que ces collaborateurs, n'est-ce pas, par le biais de nos géomètres experts, arrivent à faire des choses qui n'honorent pas la profession, l'ordre a directement une influence sur ces géomètres experts avec qui ce collaborateur-là travaille. Oui. Maintenant, quand nous avons aussi les preuves, n'est-ce pas, que ce collaborateur est passé outre ou ces attributions, n'est-ce pas, nous avons aujourd'hui la possibilité de saisir le parquet. Et le parquet est prêt pour travailler avec nous, pour mettre de l'ordre dans le secteur. Oui. Est-ce qu'on est géomètre expert à vie? Ou bien il arrive des moments où, bon, il y a des recyclages ou peut-être des situations qui vous enlèvent votre titre d'expert? Oui, vous ne pouvez pas être géomètre, enfin, les tests ne limitent pas la durée d'activité du géomètre expert. Donc, à la date d'aujourd'hui, on peut dire que du point de vue de l'exercice de la profession, vous pouvez être indéfiniment géomètre expert jusqu'à ce que vous décédez. Mais il peut arriver des situations où on peut vous retirer le titre de géomètre expert. Ça s'est déjà produit une fois où on lui a retiré son agrément. Son agrément. Et qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte? Juste là, il n'a pas pu réagir. C'est sous ma mandature que ça a été retiré. Que cela a été retiré. Ça a été retiré. Ça veut dire que s'il y a réellement des cas graves d'abus de confiance ou je ne sais pas, qu'est-ce qui peut motiver le retrait de l'agrément à un géomètre expert? Le retrait de l'agrément, dès qu'il y a une faute grave. On sent qu'il y a une escroquerie avérée. Vous avez mené des activités qui n'honorent pas la corporation, qui jouent contre l'intérêt du pouvoir public, qui jouent contre l'intérêt de la population, et que si nous avons les preuves, n'est-ce pas, on peut aller à un retrait d'agrément. Mais la sanction est d'abord progressive. Mais nous avons déjà expérimenté une fois
le retrait de l'agrément. De l'agrément. Oui. Alors, si vous lui retirez son agrément, ça veut dire qu'il ne pourra plus avoir de marché. Il ne pourra plus exercer la profession. Il le fait, ce serait un exercice illégal de la profession et c'est puni par la loi. Par la loi. Ouais. Par la loi. Okay. D'accord. Et ça m'amène à ma prochaine question. L'ordre a-t-il un statut juridique particulier? Est-ce qu'il y a des tests particuliers qui régissent la corporation? Oui, l'ordre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'ordre est régi par le décret 91-49 du 29 mars 1991. Et à part ce décret, nous avons notre règlement intérieur qui s'impose à tous les membres. D'accord. Ce règlement intérieur veut que quoi? Parce qu'on a peut-être de prochains candidats qui ont envie de faire partie de l'ordre, qui nous suivent. Il y a le règlement intérieur, il y a aussi le notre code de tarifs et honoraires qui s'impose à tous les membres de l'ordre. D'accord. Oui. Bon, pour les citoyens lambda, on aimerait bien comprendre quelle est l'utilité de l'ordre à l'État, à la société, à la nation, aux populations elles-mêmes. L'utilité de l'ordre, c'est d'abord c'est une institution, n'est-ce pas, qui organise la profession de géomètre expert. Et de par les activités du géomètre expert, vous voyez que nous avons tellement une influence sur la vie sociale, la vie économique du pays. Donc, à travers nos activités, même, nous influençons la détermination du paysage foncier du Bénin. Nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité, agriculture, le transport, les routes, l'immobilier, le foncier, l'urbanisme. C'est ça qui intéresse beaucoup plus les populations. Donc, quand vous touchez à ces activités, forcément, ça induit un coût des comportements au niveau de la population et même du pouvoir public. Donc on peut comprendre que vous êtes en train de jouer actuellement un grand rôle dans le projet de cadastre du gouvernement, du PAG. Oui, juste là, nous ne sommes pas encore impliqués. Mais vous souhaiteriez l'être? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous pourriez apporter quelque chose à ce projet? D'abord, le code foncier domanial a fortement impliqué le géomètre expert dans la réalisation du projet cadastre. Nous pensons à la date d'aujourd'hui que ce qui se fait, c'est peut-être des préalables, n'est-ce pas, qui vont certainement amener le pouvoir public et l'ANDF à nous associer intimement à la chose. Est-ce qu'il peut arriver qu'on ne vous associe pas et qu'on continue? Puisque vous allez l'utiliser quand même, hein, ce projet. Oui, nous allons l'utiliser, mais il ne peut pas faire le cadastre au Bénin sans faire appel à l'ordre des géomètres experts, parce que c'est le compte foncier domanial même qui l'institue. C'est le législateur qui a prévu ça comme ça. Vous ne pouvez pas, parce que nous disons, à travers le code, nous disons que la mise en place du cadastre passe forcément par la confirmation des limites de droit de propriété. Et quand on parle de confirmation de droit de propriété, ce n'est que le géomètre expert qui peut confirmer, le dire avec précision. Oui, je comprends que ce qui se fait actuellement au niveau de l'ANDF et autres, ils sont en train de rassembler les éléments, de mettre en place un système d'information qui peut-être progressivement ira vers le cadastre. D'accord, ok. On vous aurait compris sur ce sujet. Terminus, tout le monde descend donc pour notre ballet géomètre expert. Nous espérons que les téléspectateurs qui nous ont suivis ont davantage été intéressés par le métier que vous exercez et que vous êtes fiers de venir présenter sur ce plateau. Merci à vous, Monsieur Ogoubiyi. C'était un plaisir d'avoir animé ces différentes rubriques avec vous. Assiem Gaba, merci à vous également. Vraiment, c'était un plaisir. Une série assez riche en informations liées bien sûr au métier, à la corporation des géomètres experts au Bénin. Merci beaucoup à vous, Président. Merci. À très bientôt. Nous continuons bien sûr le grand rendez-vous avec vous. Cette fois-ci, c'est sur la toile que ça va se passer. Et sur la toile, nous allons vous présenter les informations, l'actualité tout simplement. C'est l'ActuWeb. Bonjour, bienvenue. Démarrons par ce plaidoyer d'Amnesty International Bénin contre la peine de mort. Après la présentation du rapport mondial sur les condamnations à mort et les exécutions, le directeur d'Amnesty International ne lâche pas du lest. Fidel Kikan poursuit le plaidoyer contre la peine de mort et les exécutions. Le rapport est mondial 7, mais le coordonnateur du comité peine de mort à Amnesty International s'est particulièrement intéressé à l'Afrique.
Il a indiqué que la Guinée est devenue en 2017 le 20e État africain à abolir la peine de mort. Il a aussi relevé des progrès au Tchad, au Burkina Faso et au Kenya. Le rapport a noté un recul important sur les condamnations à mort et les exécutions. La situation est seulement inquiétante en Afrique du Nord, où 264 exécutions ont été enregistrées en 2017. Dans le reste du monde, le rapport classe toujours la Chine comme étant le pays qui pratique le plus grand nombre de condamnations à mort et d'exécutions. Parmi les mauvais élèves, le rapport cite aussi l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Pakistan. Ce rapport remarque également que les condamnations à mort et les exécutions ont doublé en Palestine et en Somalie. Le transport du sable, désormais soumis à une nouvelle réglementation au Bénin. La nouvelle tribune l'annonce et prévient. Des sanctions sont en vue. Information confirmée par le quotidien national en ces termes. Assemblée nationale, la loi sur la protection et l'aménagement de la zone littorale adoptée. Le projet de loi a été approuvé à l'unanimité des députés en présence du ministre chargé du cadre de vie, Didier Tonato. Le projet de loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale, adopté hier par les députés, vise à instaurer une gestion durable de l'espace et des ressources naturelles de toute la côte du littoral du Bénin. Cette zone d'une superficie totale de 8700 km² regroupe une trentaine de communes. Elle connaît une propension de plusieurs activités économiques du fait de sa position géographique et est donc marquée par une forte pression humaine, notamment une urbanisation anarchique, une occupation incontrôlée des domaines publics, une exploitation abusive des ressources naturelles et des carrières de sable comme de gravier, une pollution des eaux marines côtières et des lagunes par des déversements intempestifs, des ordures et autres déchets. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Les abonnés de téléphonie mobile pourront désormais changer d'opérateur en conservant leur numéro. À partir du 1er juin prochain, date prévisionnelle de lancement commercial de la portabilité du numéro mobile en Côte d'Ivoire, un usager pourra changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La portabilité du numéro mobile sera un catalyseur de la concurrence entre les 3 opérateurs mobiles en service dans le pays. Elle garantit le libre arbitre du consommateur qui a dès lors la possibilité, lorsqu'il n'est pas satisfait de son opérateur, de s'abonner à l'opérateur de son choix, sans être obligé de renoncer à son numéro ou d'en acquérir un autre. Des scientifiques créent par hasard une enzyme qui dévore le plastique des bouteilles. Leur découverte pourrait contribuer à résoudre le problème mondial lié à ce type de pollution. Des chercheurs américains et britanniques ont conçu par hasard une enzyme capable de détruire du plastique, selon une étude publiée lundi 16 avril dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences. Plus de 8 millions de tonnes de plastique aboutissent dans les océans de la planète chaque année, faisant croître les inquiétudes sur la toxicité de ce dérivé du pétrole et sur son impact sur la santé des générations futures et de l'environnement. Malgré des efforts en matière de recyclage, la grande majorité de ces plastiques peut perdurer pendant des centaines d'années. Les scientifiques cherchent un moyen de mieux les éliminer. Les chercheurs japonais pensent que cette batterie a évolué assez récemment dans un centre de recyclage car les plastiques n'ont été inventés que dans les années 40. Une note triste pour finir cette revue. L'ancienne première dame des États-Unis, Barbara Bush, meurt à l'âge de 92 ans. Barbara Bush est décédée le mardi 17 avril 2018 à 92 ans, a précisé le communiqué posté sur Twitter par Jim McGriff, le porte-parole de la famille, qui avait fait savoir dimanche qu'elle avait décidé d'arrêter son traitement médical. Après une récente série d'hospitalisations et après avoir consulté sa famille et ses médecins, Mme Bush, maintenant âgée de 92 ans, a décidé de ne pas poursuivre son traitement médical et va se concentrer à la place sur les soins palliatifs, avait-il précisé, évoquant une santé déclinante.
Les détails concernant les funérailles sont indiqués ultérieurement, a-t-il précisé. Le président américain Donald Trump a rapidement salué dans un communiqué sa solide dévotion pour son pays et sa famille, qu'elle a servi indéfectiblement bien. En tant qu'épouse, mère, grand-mère, femme de militaire et ancienne First Lady, Madame Bush a été une militante pour la famille américaine, a-t-il poursuivi. Le tour de l'actualité en ligne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Christelle Tomoro pour la présentation de l'actu web. On retrouve là ce soir, on retrouve bien sûr le tableau de la météo. Voilà, c'est juste pour tout simplement on voit le temps qu'il fera chez vous demain matin. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le grand rendez-vous. On se retrouve demain sur un autre grand rendez-vous à 19h00. Bonne soirée.